Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'une des attaques les plus marquantes de l'histoire de la cybercriminalité survenue le 12 mai 2017, WannaCry. Cette attaque a engendré des dommages colossaux à travers le monde et ses enseignements restent pertinents à ce jour. Allons découvrir les détails de cette cyberattaque et les leçons que nous pouvons en tirer. En mai 2017, Facebook atteint ses 2 milliards d'utilisateurs et Emmanuel Macron est élu président de la République. Et c'est également un moment historique dans le domaine de la cybersécurité. Right now, a crippling cyber attack has businesses around the world on high alert. The ransomware. Car un malware s'est propagé chez plus de 230 000 utilisateurs de Windows dans plus de 156 pays. Une pandémie qui marque l'histoire du piratage informatique et qui annonce l'aube d'une guerre par écran interposé. Le malware sera nommé WannaCry et fera au total perdre plus de 4 milliards de dollars à ses victimes à travers le monde. Le malware utilisé lors de cette attaque combinait un ransomware et un ver, lui permettant de se propager de manière exponentielle à travers les systèmes infectés. Pour rappel, un ransomware ou rançongiciel en français est un logiciel malveillant implanté dans un ordinateur généralement par des techniques d'hameçonnage, le but étant de récolter toutes les données, de les chiffrer, de bloquer toute utilisation de l'ordinateur et de son réseau et ensuite de demander à la victime une rançon en crypto-monnaie. Le ransomware se propage par des emails infectés, par exemple, et ensuite le ver s'installe et explore des portes du système en laissant derrière lui des copies actives de lui-même. En l'occurrence, WannaCry exploite une vulnérabilité de Windows appelée Eternal Blue, développée par la NSA, l'agence de sécurité américaine. Cette faille avait été rendue publique par le groupe de pirates Shadow Brokers qui avait attaqué la NSA quelques mois auparavant et a révélé au public de nombreuses failles exploitées par la NSA. Windows avait connaissance de cette vulnérabilité et avait publié quelques mois plus tôt une mise à jour de leur système d'exploitation. Cependant, de nombreux utilisateurs n'ayant pas installé cette mise à jour se sont donc rendus vulnérables au malware. Au total, plus de 230 000 utilisateurs ont été infectés à travers le monde et plus de 4 milliards de dollars de réparation. Les conséquences de l'attaque WannaCry ont été désastreuses tant sur le plan financier que sur celui de la sécurité des données. Des entreprises telles que FedEx, Honda, Nissan et le service anglais de la santé, NHS, ont été parmi les victimes les plus notables. Le NHS a notamment subi des perturbations majeures dans ses services de santé avec des ambulances détournées et environ 19 000 rendez-vous annulés, entraînant des pertes financières considérables. Les pirates plaçaient les rançons entre 300 et 600 dollars de Bitcoin et menaçaient de supprimer définitivement les données après 3 jours. Dans ces cas-là, il est fortement déconseillé de payer quoi que ce soit car il n'y a aucune assurance de récupérer les données. Il est également préférable de ne pas enrichir les pirates pour éviter les risques d'attaque à l'avenir. Dans ce cas précis, il s'est révélé que les cybercriminels responsables de l'attaque n'avaient même pas la possibilité de savoir quelle victime payait ou non sa rançon. Il est clair qu'ils n'avaient pas l'intention de restituer les données. Mais qui sont-ils et surtout comment ont-ils été arrêtés ? L'une des figures clés dans la neutralisation de WannaCry a été Marcus Hutchins, un chercheur en sécurité informatique et blogueur. En effectuant une rétro-ingénierie du code source du malware, Hutchins a découvert un mécanisme particulier et inhabituel utilisé par WannaCry. Ce dernier, avant activation, a envoyé une requête à un site internet inexistant. Marcus Hutchins aura donc l'idée de créer le nom de domaine du site en question et observe un arrêt immédiat de l'activation du malware. Comment expliquer cela ? Cette fonction inhabituelle est en réalité ingénieuse car en faisant cette requête sans réponse possible, le malware s'assure une activation réussie dans le système infecté. En effet, cela lui permet de déterminer s'il est exécuté dans un environnement de type sandbox ou par un logiciel anti-malware. La sandbox crée un environnement à part au sein de la machine pour pouvoir exécuter n'importe quel logiciel et déterminer si oui ou non c'est un malware. Ce faisant, il va tenter de recréer un environnement similaire à celui d'un ordinateur connecté au réseau et va donc, pour répondre à cette requête étrange, donner une réponse fictive au malware comme si le site demandé existait. Cette réponse fictive est un signal pour le malware qu'il se trouve dans une sandbox et qu'il ne doit surtout pas s'activer au risque d'être détecté. C'est une fonction très astucieuse qui permet la propagation quasi systématique du malware malgré les logiciels de protection. Cependant, il aura suffi à Marcus Hutchins de créer le nom de domaine pour enrayer la machine et stopper l'activation du malware. Aujourd'hui, on peut voir les mêmes stratégies utilisées mais avec un nom de domaine créé
créé automatiquement et aléatoirement à chaque tentative d'activation d'un malware, ce qui le rend quasiment inarrêtable. En revanche, les responsables de l'attaque, eux, n'ont jamais été clairement identifiés. Les gouvernements anglais et américains ont immédiatement accusé le gouvernement nord-coréen. Il semblerait que des traces laissées dans le code source mènent effectivement à la Corée du Nord et très probablement au groupe Lazarus qui est dirigé par le gouvernement. Mais sans preuve concrète, cela pourrait également provenir d'un groupe d'un autre pays qui aurait volontairement brouillé les pistes. Cette attaque a mis en lumière plusieurs leçons importantes pour renforcer la sécurité informatique. Tout d'abord, on a pu comprendre que personne n'est à l'abri d'une attaque informatique. Les gouvernements eux-mêmes sont régulièrement attaqués par des groupes de cybercriminels tels que Ryuk, même en appliquant des modèles de sécurité de type Zero Trust qui obligent une authentification sérieuse des utilisateurs et évaluent les systèmes de sécurité. Un appareil connecté en réseau connaîtra toujours ses failles. De plus, on découvre avec cette attaque qu'une vulnérabilité telle que Eternal Blue sur le système de Windows, même corrigé, est toujours dangereuse. Pour limiter les attaques de ce type, il est donc recommandé de maintenir ces systèmes d'exploitation et logiciels à jour, d'être vigilant face aux liens et pièges jointes suspects et d'utiliser des logiciels de sécurité fiables. De plus, il est essentiel de sensibiliser les utilisateurs sur les bonnes pratiques en matière de cybersécurité et de ne jamais céder aux demandes de rançon. Cela étant, les pirates montrent toujours d'étonnantes capacités d'adaptation pour détourner les systèmes de sécurité et encore aujourd'hui, la menace de cybercriminalité est énorme. En conclusion, l'attaque WannaCry a été un avertissement brutal sur les dangers des cyberattaques à l'échelle mondiale. Elle souligne la nécessité pour les individus et les organisations de prendre des mesures proactives pour se protéger contre de telles menaces. Nous voici à la fin de notre plongée dans l'univers de WannaCry. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like pour m'aider à promouvoir la chaîne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la cybersécurité et les technologies. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande la vidéo suivante. À bientôt.